Lorsque Fethi Benslama m'a invité, il m'a dit « Je sais que tu ne travailles pas du tout sur la radicalisation, mais je veux t'entendre sur ce thème, étant donné le travail commun dans lequel nous sommes lancés. Son groupe et le nôtre à l'École des hautes études en sciences sociales sur, disons, les rapports entre religion et politique aujourd'hui et les formes d'idéalisation contradictoires engagées dans les différents monothéismes, en fait. Voilà. Les différents monothéismes. Religion et politique à l'époque moderne sont dans un rapport qui est un rapport de séparation, de distinction, mais c'est sans doute pour avoir considéré ce rapport de séparation comme un rapport d'exclusion que nous sommes aujourd'hui pris au dépourvu face à l'invocation, la mobilisation de motifs religieux dans la vie commune, sous une forme qui peut être pacifique et qui peut être extrêmement violente. Lorsqu'on dit les rapports entre religion et politique sont entrés dans un rapport de distinction qui n'est pas un rapport d'exclusion, on omet en général de souligner que cette distinction ne peut pas et n'a pas la même structure suivant les différentes religions impliquées dans les États-nations que nous formons. Quand je dis époque moderne, je dis justement, ou je définis une époque caractérisée par la formation de ces États-nations. C'est le cadre dans lequel je vous demanderai d'essayer de vous situer. C'est un cadre temporel donc considérablement étendu là, par rapport aux discussions qu'on a eues jusqu'à présent, mais c'est le cadre temporel dans lequel je vous demanderai de vous situer pour entendre ce que je vous propose ici. Les États-nations, dans leur histoire, leur formation, se sont constitués tous comme des États sécularisés, c'est-à-dire ayant intégré à leur structure juridique, à leur loi, à leur activité législative, le fait qu'une interdiction juridique n'est pas un interdit. C'est comme ça que je définirais le mouvement de sécularisation de la loi dans les États modernes. Une interdiction, il n'y a pas d'interdit, en fait, du point de vue de l'État. Il y a des interdictions légales. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire qu'une interdiction se justifie, est justifiable aux yeux de tous, par des raisons susceptibles d'être examinées par tous. Voilà. C'est ce qui distingue une interdiction d'un interdit. L'interdit n'a pas à décliner et à rendre acceptables les raisons de l'interdit. C'est ce qui définit un interdit par rapport à une interdiction. Voilà donc le mouvement de sécularisation dans lequel les États-nations ont été tous impliqués et qui a produit une formation nouvelle des sujets. Formation nouvelle des sujets, formation donc des individus modernes, par distanciation, par écart, avec la forme d'individualisation, de construction des individus propres aux communautés religieuses. Ça ne veut pas dire que les communautés religieuses ont été abolies dans les États-nations, elles n'ont pas été abolies du tout. Ça veut dire que du point de vue de l'État, les communautés religieuses ne font pas la loi commune, elles n'interviennent pas dans la fabrication des interdictions. D'accord ?
Alors, je voudrais qu'à partir de là, on ne commette pas l'erreur courante, archi-dominante, hein, de penser que cela a réglé le rapport des religions et des communautés religieuses à la politique. Il n'y a pas eu, ça c'est le récit superficiel nous fait croire qu'il y a eu, mais il n'y a pas eu règlement de la question politique pour chacun des monothéismes impliqués dans l'histoire des États-nations. Et je prends plutôt ici le point de vue de l'Europe, vous verrez pourquoi. Enfin, ça vaut pour l'Europe comme ça vaut pour les États-Unis. À ce niveau de généralité, on peut lier pour l'instant les deux. Les communautés religieuses n'ont pas disparu et elles n'ont pas éradiqué en leur sein des propositions politiques. Il a fallu que ces propositions politiques, elles trouvent néanmoins un circuit où leur prétention à dire la loi n'entre pas en contradiction avec le monopole de l'interdiction étatique. Voilà. Je dis les trois monothéismes. Évidemment, pas avec la même histoire, pas avec la même dogmatique, pas avec la même temporalité. Il n'y a pas de scandale à dire qu'il n'y a pas le même type de règlement pour les trois monothéismes de cette question, c'est-à-dire du fait de pouvoir continuer à poser des questions politiques sans interférer avec le régime des interdictions. D'accord ? L'histoire de l'islam, dans les États-nations européens, là maintenant je limite à la sphère européenne, a sa propre temporalité, son propre régime de transformation. Là aussi, il faut se défaire d'une image complètement erronée, de sens commun, qui considère que l'islam a débarqué tout d'un coup sous la forme d'une dogmatique qui n'a pas sa propre histoire et son propre régime de transformation européen. L'histoire de la colonisation et de la décolonisation, c'est cette histoire-là. C'est une histoire des transformations de l'islam. Ce n'est pas une histoire qui projette l'islam sous une forme intangible dans notre situation. C'est une histoire qui a sa propre temporalité, son propre régime de transformation. Et ça vaut pour les autres monothéismes. Je dirais même que ça vaut pour celui qui nous semble le moins concerné par le dispositif que je décris, à savoir pour le protestantisme. On imagine que le protestantisme a réglé la question de la politique en survalorisant le fort interne et en sécularisant à l'extrême l'espace public. Je pense que c'est faux. Je pense qu'il y a une histoire du protestantisme et cette transformation qui est une histoire où un discours politique du protestantisme a continué, et on le voit, alors cette fois-ci je me déplace de l'autre côté de l'Atlantique, on le voit aujourd'hui de façon évidente aux États-Unis, où c'est bien essentiellement du côté du protestantisme que se joue en fait. Alors, est-ce qu'il faut appeler ça une radicalisation ? Je reviendrai peut-être là-dessus à la fin si j'ai le temps. En tout cas, une politisation, une repolitisation tout à fait marquée. Voilà, alors, ça c'est le premier point. Les religions parlent de politique, en fait. Il faut se réhabituer à cette vérité qui ne nous a en réalité jamais quittés, qu'elles n'ont jamais cessé de parler de politique. C'est-à-dire d'avoir un point de vue sur l'élaboration des lois communes. Voilà. C'est encore une fois l'hallucination protestante en fait qui nous a amené à penser que ça n'était pas le cas. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que de dire qu'il y a une histoire des monothéismes dans les États-nations sécularisés? Et là, je vais aller vers, on dit ici, j'ai compris, le discours psy, c'est ça, je vais aller vers la question
posée, pour moi, de façon unique par les psychanalystes, c'est-à-dire que, de mon point de vue, la psychanalyse est, à l'époque moderne, le discours qui est parvenu peut-être le plus profondément, avec une certaine forme de sociologie, le plus profondément à saisir la subjectivation produite par l'appartenance à des États-nations. Pour moi, la psychanalyse, c'est le discours moderne qui a accédé à une visibilité de la subjectivation propre à l'appartenance à des États-nations sécularisés. Oui, c'est une définition de la psychanalyse que vous ne trouverez pas, je pense. Je suis désolé. Hein. Bon, mais alors, pourquoi ? Pourquoi et comment elle a fait ? Elle l'a fait parce qu'elle a pris au sérieux, et à mon sens, à partir de psychologie des foules et analyse du moi, de façon... en fait, c'est le point de départ, à mon avis, vraiment... chez Freud, de la conscience de ce qu'il est en train de faire sur ce plan-là, plus que dans Malaise dans la civilisation, dans Psychologie des foules et analyse du moi, elle a pris en compte le fait que le sujet moderne appartenant à un État-nation est fortement structuré par un « nous » qui oscille entre la foule et la société. Qui oscille entre la foule et la société. Et la société nationale porte en elle le risque de la foule. Je résume en 2 phrases à peu près ma lecture de Psychologie des foules et analyse du moi. C'est une lecture qui a pour condition, si vous voulez, pour accepter cette lecture, il faut se dire que Freud ne cesse pas dans ce texte de parler sous la foule d'une société nationale, d'une société moderne correspondant à un État-nation qui est menacé par la foule. Voilà. Alors, je vais maintenant le dire à l'aide du vocabulaire du sociologue qui a le plus exploité, enfin, qui s'est vraiment situé le plus rigoureusement dans le sillage de Freud de ce point de vue, c'est Norbert Elias. C'est Norbert Elias. Je vais le dire dans les mots de Norbert Elias, parce que les mots de Norbert Elias, et alors on a beaucoup dit aujourd'hui, et je suis tout à fait d'accord, le mot radicalisation a émergé au début des années 2000, il a migré d'un discours pratique de type sécuritaire vers les sciences sociales et le débat public, etc. C'est très vrai. C'est-à-dire, je souligne que le mot de radicalisation, en anglais, employé en anglais, est très présent dans les textes des années, de la fin des années 80 de Norbert Elias sur le terrorisme ouest-allemand. Pour moi, les premières occurrences, en fait, elles sont scientifiques, du mot, et elles sont très intéressantes. Alors, il s'agit de savoir si ça correspond vraiment aux besoins qu'on éprouve d'utiliser le terme aujourd'hui. Bien sûr, il faut faire une traduction, mais ça doit nous rendre plus serein, si vous voulez, dans le fait d'utiliser ce mot. Je suis entièrement d'accord avec Thierry Lamotte, ce qu'a dit Thierry Lamotte tout à l'heure. Ce serait complètement absurde de céder aux excès de la sociologie critique qui consiste à dire que sous radicalisation, il y a stigmatisation, il y a, etc. Laissons tomber. Si le sens commun et si le débat public éprouve le besoin de dire radicalisation, c'est qu'il y a une vérité à travailler avec ce vocable, et c'est pour ça que j'ai eu aucune hésitation à répondre oui à l'invitation de Féti. Et donc le mot se trouve chez Elias. Et alors il se trouve chez Elias sous une forme qui doit, à mon avis, nous interpeller. Je vais aller vite parce que j'ai dû déjà... Pardon, je vais aller vite parce que j'ai dû déjà utiliser la plupart de mon temps. C'est vrai ? D'accord. Ce que dit Elias, c'est que dans les États-nations modernes, le nous fonde le je en tant que je. Voilà. En fait, alors ça a l'air simple,
en fait, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît, parce que ça revient, si vous voulez, à renverser le point de vue classique en sociologie, selon laquelle la prédominance du nous correspond nécessairement à des sociétés primitives, à des sociétés que Durkheim appelait à solidarité mécanique, ou encore qu'il appelait des sociétés par similitude, où c'est la similitude des jeux, donc leur indistinction en tant que jeux, et le fait qu'ils ne sont pas vraiment des jeux puisqu'ils sont indistincts, fondent la cohésion du groupe. Ça vaut pour les sociétés primitives selon Durkheim, et du coup Durkheim, peut-être, n'a pas été jusqu'au pas que fait Norbert Elias, qui est de dire, attention, dans les États-nations à fort degré d'individualisation des sujets, donc où il y a des jeux, et des jeux distincts les uns des autres, très individualisés, en fait, il y a un nous encore plus fort que celui des sociétés primitives, c'est ce qu'il dit dans le texte les Allemands, sur les Allemands, encore plus fort, qui rend possible l'individualité, qui rend possible le jeu en tant que jeu. C'est pour ça que je dis, un État-nation, c'est un État qui valorise une figure du nous, qui sous-tend le jeu, qui fonde le jeu, en tant que jeu, c'est-à-dire en tant que distinct des autres jeux. C'est très compliqué à penser, cette projection d'une entité collective qui nous fait dans notre subjectivité, c'est-à-dire dans ce qui nous rend non pas semblables les uns aux autres, mais distincts les uns des autres. Distincts les uns des autres. Alors, ça, c'est le processus normal, j'allais dire, de constitution de l'État-nation. Les religions, toutes les religions, ont décliné un mode d'articulation du nous et du je. Aucune, et c'est pour ça que l'État-nation doit être séculier, doit être laïque, aucune n'a été jusqu'à faire que le nous fondait le je comme absolument distinct, coupé de son origine, coupé de sa filiation, coupé de son groupe d'appartenance. Dans le code génétique de toute religion, mais différemment suivant les différents monothéismes, bien sûr, il y a un arrêt devant la singularité et l'autofondation de la singularité. D'accord ? Il y a un point d'arrêt. Et c'est là que commence l'État-nation. C'est là que commence l'État-nation. Mais attention, ça n'est possible que si une très forte appartenance, celle qui nous rend mobilisables pour les guerres modernes, dit Elias, celle qui nous rend absolument mobilisables pour la nation, ça n'est possible que si cette appartenance-là à un nous très fort a été construite. Elle n'est pas religieuse, elle n'est pas religieuse, mais elle est éminemment collective, éminemment collective. Alors, ce que je proposerais pour finir, parce que je ne vais pas monopoliser la parole éternellement, c'est de nous engager à penser la radicalisation comme un échec dans cette fondation par le nous moderne, du je en tant que je. Voilà. J'ai des hypothèses sur les raisons de cet échec, les processus qui font qu'il y a échec. En l'occurrence, Elias, lui, voyait la radicalisation des terroristes ouest-allemands très liée à l'échec d'une homogénéisation du nous national due à une faille héritée du nazisme. C'est très simple. Enfin, c'est très simple. C'était pas simple son analyse, mais elle était très convaincante. Quelle est aujourd'hui notre faille dans la fondation que le nous permet du je en tant que je? Voilà la question qui me semble être posée par le concept de radicalisation. Voilà, je vous remercie.